Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une très joyeuse fête de Pâques. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Vous l'avez sans doute vu et entendu. Ces dernières semaines, de nombreux enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont manifesté leurs inquiétudes par rapport à des difficultés qu'ils rencontrent. On pense par exemple au décrochage scolaire, à la pénurie d'enseignants dans de nombreuses matières. Mais face à ces difficultés, une trentaine d'enseignants de différents réseaux ont mis en place des initiatives qui ont pour objectif de partir de questions de société dans différents cours ou d'intégrer une dimension artistique à ces mêmes cours, y compris les cours scientifiques. Une de ces initiatives, on va l'entendre, c'est le PK, le parcours d'éducation culturelle et artistique. Concrètement, des élèves sont associés au processus d'apprentissage en développant des projets qui mêlent sciences, art et culture de manière générale. Alors, pour parler de ces projets, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités. Emmanuelle Detry, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du PK, donc le parcours d'éducation culturelle et artistique pour le CEGEC, qui, je le rappelle, est le secrétariat général de l'enseignement catholique. Avec nous également François Defeu. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur de sciences, ancien détaché pédagogique aux Jeunesses scientifiques de Belgique. On va en parler tout à l'heure. Et vous êtes également aujourd'hui conseiller en pratique pédagogique, toujours au CEGEC. Avec nous également Kiran Maya Priya-Barois. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes élève à la section belge de l'École internationale du CHEP. Vous avez mené un projet de recherche sur les bienfaits de l'art à l'école. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que vous avez découvert. Et enfin, Madeleine Wilhelmy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également élève, mais à l'Institut Saint-Louis à Warem. Et vous avez conçu un projet en chimie avec 3 autres élèves de votre classe. Un projet qui s'intitule « Quand l'art rencontre la chimie ». On verra de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, on peut signaler déjà que le t-shirt que vous portez est en lien avec ce projet. Mais alors, avant de vous écouter les uns les autres sur ces projets, nous allons effectuer une petite visite à Sciences Expo qui s'est déroulée fin mars à Bruxelles, dans les locaux de l'UC Louvain, et qui a rassemblé près de 200 élèves venus présenter justement leur projet. Un événement qui était organisé par les Jeunesses scientifiques de Belgique en partenariat avec l'ASBL Mediel. Voilà, j'ai tout dit. Je vous laisse regarder ce reportage qui a été réalisé par André Bossuroy et son équipe. C'est un plaisir. Le CELouvain nous accueille pour la première fois au sein du Printemps de Sciences et c'est une belle collaboration où l'universitaire et le secondaire se retrouvent pour promouvoir la culture scientifique. Pour nous, c'était extrêmement important de pouvoir montrer l'importance des carrières scientifiques et de pouvoir créer des vocations au plus jeune âge de l'enseignement obligatoire. Nous, c'est Solaris. On a construit un spectrohéliographe. Donc, c'est une caméra pour faire des photos du soleil. Notre projet consiste à créer un exosquelette afin d'aider les personnes qui sont atteintes de déficit musculaire. Mon projet scientifique est aussi basé sur l'art parce que mon but à la fin, ça va être de créer une jupe, donc c'est par rapport à la mode. Donc je vais créer une jupe avec du tissu argenté et brillant, et ce qui va représenter le fonctionnement du papillon et les couleurs du papillon. Ce qui est important aussi, c'est de montrer que quand il y a de l'orage s'attaque au point le plus haut, souvent, comme un paratonnerre, on va dire. L'intérêt de Sciences Expo, c'est de rendre les choses concrètes. Donc on a vu de la théorie, on a expérimenté, ça c'est une chose, mais devoir l'expliquer par soi-même, devoir comment communiquer les choses, il faut maîtriser encore plus. Ça permet d'avoir confiance en soi et ça c'est très important. C'est compliqué et puis parfois on s'embarque dans des trucs et on se dit mais comment on va faire pour finir en fait. Mais au final on réussit parce que l'autre est là pour nous remotiver. Donc à 2 c'est bien. Après nos recherches, on a découvert que le mal des transports était lié à l'oreille interne. On a représenté ça sur une maquette.
On a décidé de faire ces lunettes pour contredire le message de l'œil, pour que l'œil puisse détecter le mouvement. On a testé ces lunettes sur 19 personnes. Déjà, c'est un projet qu'on a choisi, donc un sujet qui nous touche, entre guillemets. C'est un peu apprendre d'une manière un peu plus libre et plus ludique. Et ça nous apprend à nous-mêmes aller faire nos recherches un peu partout, sur des livres, sur des sites internet et tout ça. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant et ça nous aide à nous aussi à être un peu plus tout seul et pas avoir notre prof tout le temps derrière nous qui doit nous montrer ce qu'on doit faire et tout ça. On peut avoir des travaux de groupe, mais c'est pas exactement la même chose que vraiment avoir un projet où on fait nous de A à Z. Et je trouve que du point de vue pédagogique, plus on donne une liberté aux élèves et plus ils peuvent retenir plus facilement les informations. Ça nous permet de voir une autre image par rapport aux profs. Enfin, ils sont là avec nous, mais ils sont pas pareils qu'en cours. Et du coup, ça nous permet de plus rigoler avec eux et de moins être dans un esprit de cours, on va dire. Comme vous pouvez le voir ici. Quand j'étais en 4e, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai fait un stage dans un laboratoire à Maastricht et j'ai adoré. Et je me suis dit que je voulais devenir chercheuse. Le titre, c'est « Quand l'art rencontre la chimie ». Donc c'est différents t-shirts qu'on va peindre en un certain pigment photochromique, thermochromique ou hydrochromique. Et ça va amener une certaine couleur au t-shirt. Donc avant, j'étais dans la recherche théorique, mais là, j'ai déjà fait le poster. Du coup, là, maintenant, je suis en train d'essayer un design du fameux t-shirt. Du coup, on applique la peinture sur le textile, donc là, dans ce cas, un t-shirt. Et normalement, la peinture, une fois qu'elle aura séché, lorsqu'elle réagira avec de la chaleur, elle changera de couleur. Donc là, c'est du mauve et ça deviendra rose quand elle a de la chaleur. On est passé de la science à la créativité ici avec nos boucles d'oreilles et notre bougeoir aussi. On voulait prouver qu'avec le kombucha, on pouvait vraiment faire beaucoup de choses, que ça pouvait révolutionner le monde, ça pouvait empêcher la déforestation, la souffrance animale, ça pouvait se boire, en fait ça pourrait vraiment être révolutionnaire. Alors, je fais un projet de vulgarisation sur les missions de simulation martienne dans le désert de l'Utah. Une mission de simulation aux missions analogues et un équipage qu'on met en isolation pour voir comment ils vont réagir physiquement et mentalement. Moi, je trouve ça génial parce que du coup, on a fait plein de recherches, on s'est renseigné, on a appris à travailler en groupe et à structurer un projet. Donc finalement, on a pu avoir plein de connaissances qui pourraient nous aider aussi après, des connaissances du savoir, mais aussi des compétences. Et c'est amusant de faire ça, c'est créatif aussi, c'est ludique, donc c'est chouette, on s'est bien amusé, je crois. Voilà pour ce reportage à Sciences Expo en fin mars dernier. Je sais maintenant ce qu'est un spectro-héliographe, je sais même le dire. Aujourd'hui, nous avons 2 élèves en plateau qui ont chacune développé un projet qui associe donc sciences et art. Kiran, Maya, vous avez donc, avec une de vos camarades de classe, Océane, vous avez mené une recherche sur les bienfaits de l'art sur la santé mentale à l'école. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mener ce projet-là? Alors, tout à fait. Océane et moi, toutes les deux, on est passionnés des arts. On a grandi entourés des arts et c'est vraiment quelque chose qu'on pouvait ressentir. Après la pratique d'un art, on se sentait vraiment bien, on se sentait à l'aise. Et donc, on a commencé à se poser la question sur la raison de ce bien-être. Et ce qu'on a découvert nous a tout à fait épatés. Ensuite, ce qu'on a constaté, c'est que dans les écoles, de plus en plus, les jeunes sont très stressés, très anxieux. Et on a commencé à se poser la question si les arts pouvaient apporter une solution à ce malaise. Est-ce qu'on pouvait soigner avec l'art? Est-ce qu'on pouvait les aider à travers l'art? Et donc, c'est ce qu'on a réalisé au sein de notre école. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour tester ce bienfait de l'art sur vos camarades? Alors tout d'abord, on a dû, comme tout bon scientifique, rechercher la théorie et donc on a découvert que la pratique et la contemplation des arts stimulent certaines zones du cerveau qui sont responsables de l'émotion, de la créativité. Elles stimulent la sécrétion des hormones du bonheur et c'est ces hormones-là qui sont à l'origine des sensations de bien-être, d'apaisement, de confort. Et alors, on a commencé à réfléchir à la façon dont on pouvait mettre en place concrètement ces ateliers au sein de l'école, puisque c'est déjà utiliser la pratique d'art-thérapie dans les hôpitaux pour soigner, pour aider les malades, mais dans le cadre de l'école, ce n'est pas assez exploité.
Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des recherches sur la mise en place d'un atelier d'art-thérapie, bien que nous, on ne peut pas vraiment faire de l'art-thérapie puisqu'on n'a pas la formation, mais notre but, c'était simplement de donner un moment de bien-être aux élèves et de leur permettre de redécouvrir l'art et ce que ça peut leur apporter d'une autre manière. On a commencé par tester un petit peu et voir la réaction que nos élèves et que les artistes du coup avaient par rapport aux ateliers, et on a constaté quelque chose de très très positif dans leur attitude après les ateliers, dans leur comportement, dans leur concentration, et c'était vraiment très très encourageant pour nous et pour nos professeurs d'ailleurs qui étaient très étonnés par les résultats. Et vous n'avez pas eu de réticence, ça s'est bien passé, les réactions ont été positives? Si, tout à fait, on a eu pas mal de réticence au départ puisque il y a ce concept qui est à démanteler un petit peu, que pour faire de l'art, on doit être bon, ça doit être joli, mais dans l'art-thérapie, ce n'est pas ça le but. On ne regarde pas le résultat, mais le processus enclenché par la pratique de l'art, qui est celui donc de la sécrétion de ces neurotransmetteurs et de ces sentiments d'apaisement. Et on a dû expliquer aux élèves que non, vous n'êtes pas nul en art, vous n'avez pas besoin d'un talent en particulier. Et on leur a réappris à voir leur pratique d'une façon différente parce qu'en fait, depuis le début de l'école, on leur a dit, on les a cotés en fait sur leur dessin, on leur a dit mais t'es nul, le ciel n'est pas assez bleu donc tu as une mauvaise note, et ça leur a vraiment coupé l'envie de se connecter aux arts, et c'était vraiment libérateur pour eux de remettre en place et recadrer cette pratique qui leur a fait tellement de bien au final. Mais voilà, donc un beau projet mené. Madeleine, vous aussi, on vous a vu dans le reportage. Vous avez mené un projet un peu différent, très original, hein, donc qui consistait à colorer un t-shirt grâce à la chimie. Comment est-ce que vous avez mis en œuvre ce projet concrètement? Honnêtement, j'ai vu beaucoup sur les réseaux pendant un moment qu'il y avait ce changement de couleur sur les t-shirts, que ça peut être dans les maillots, sur les billets par exemple. Donc j'ai décidé d'en parler à mes camarades de classe pour organiser ce projet. Ils m'ont dit qu'ils étaient effectivement d'accord. On a essayé également de chercher tout ce qui se passait dans cette réaction chimique, parce que c'est ça qui nous intéressait, c'était de savoir comment une couleur pouvait passer à une autre et pourquoi elle était réversible. Donc ça nous a permis de vraiment savoir ce qui se passait. On a eu effectivement beaucoup de complications à essayer parce que nous avons laboratoire de chimie une fois par semaine et c'est très compliqué voyant le temps qu'on avait jusqu'ici. Donc voilà. Pour les expérimentations, il y a eu pas mal de complications suite à la grève de la Poste, comme on a dû faire intervenir les pigments. Et voilà. Les pigments sont finalement bien arrivés. Oui, vous avez pu réaliser des t-shirts. Oui, voilà. Et l'expérimentation s'est très bien passée, malgré le fait que le pigment hydrochromique s'est mal passé, parce que ce n'était pas sur du textile qu'on devait l'appliquer, mais sur une toile, par exemple. Ben voilà, mais le résultat est là, c'est l'essentiel. François Defeu, donc vous êtes professeur de sciences et aussi vous avez été détaché pédagogique aux Jeunesses Scientifiques, hein, qu'on a vu à l'œuvre à Sciences Expo. D'après votre expérience sur le terrain, est-ce que ces expériences, justement, ces projets qui mêlent sciences et art, ça change un peu votre façon d'aborder les sciences, votre façon de les enseigner? Oui, tout à fait. Le fait de fonctionner de cette façon-là change le rôle de l'enseignant au sein de sa classe. On n'est plus tellement le détenteur de savoir, mais plutôt l'accompagnant qui va poser les bonnes questions, peut-être lever certaines barrières, susciter l'une ou l'autre petite piste pour guider les élèves. Mais l'aspect principal, c'est que les élèves, dans leur démarche, vont acquérir des choses de façon plus pérenne, parce qu'ils font l'effort de le faire, et pas simplement attendre qu'on leur distribue. Et ça vous remotive aussi personnellement par rapport à votre pratique d'enseignement, ça vous rebooste? Oui, donc au cours de ma carrière, c'est vrai que petit à petit, on finit par se lasser de devoir maintenir ces groupes et faire plus de la discipline que de l'enseignement en fait. Et procéder de cette façon-là, remettre les élèves au centre des apprentissages, de leur rendre la main, eh bien, ça libère en fait.
ça libère un temps, parce qu'on a l'impression que ça prend beaucoup de temps de procéder de cette façon-là. Et au final, peut-être qu'au début, comme les élèves ne savent pas trop bien comment s'y prendre, c'est un peu difficile à mettre en œuvre. Et puis petit à petit, la dynamique prend et ils deviennent de plus en plus autonomes. Et une fois qu'ils ont gagné cette autonomie, en fait, on n'a quasiment plus rien à faire. Voilà, vous accompagnez la suite. Alors je vous propose maintenant de découvrir une autre expérience qui a été menée autour du croisement entre les sciences, les arts et les technologies. Je ne vous en dis pas plus, regardez, ça se passe à l'Institut Sainte-Marie à Huy et à l'Athénée Royal André Thomas à Forêt. Et c'est un reportage encore signé André Bossuroy. À l'Institut Sainte-Marie de Huy, des élèves de 4e année se sont lancés dans une aventure scientifique pas comme les autres. En partant d'un scénario imaginaire où la ville de Paris aurait été détruite, ils ont réussi à relever un défi de taille, recréer virtuellement ces monuments emblématiques grâce à des hologrammes. Une mission mêlant science, art et technologie avec un outil du quotidien, leur smartphone. Les monuments sont détruits, les œuvres, le Louvre, tout est fichu. Et les habitants veulent reconstituer ces monuments, ces œuvres, de façon virtuelle. Parce que les reconstruire, on n'a pas le budget. Alors l'idée ici, c'est que vous allez être mis en situation de construire ce petit outil pour montrer ou faire visualiser ces œuvres, ces sculptures, ces bâtiments de façon virtuelle. Placez-vous et dites-vous à quel moment je vois le fameux hologramme. On essaye de plus en plus donc, à l'école d'intégrer le PK dans toutes sortes de disciplines. L'idéal serait vraiment de faire de l'interdisciplinaire, que tous les cours puissent faire intervenir un projet culturel et de l'aborder avec chacune des disciplines. Et donc ici, comme on a à l'école En Voyage à Paris, chaque année avec des 4e années, les professeurs essayent vraiment d'intégrer ce projet-là dans leurs cours. Et ici, ça collait parfaitement bien. Donc cette production d'hologrammes, de monuments qui auraient peut-être disparu, ça permettrait vraiment d'intégrer les notions d'optique avec le voyage à Paris et de rentrer totalement dans ce projet PK. Rendons-nous maintenant à Forêt, au Marais Wills. Une classe de l'Athénée Royal André Thomas y a rendez-vous avec 2 artistes bruxellois. La façon la plus probable dont que la vie est née ici dans le Marais, c'est que les canards aient amené tous ces germes de vie. Donc, alors, regardez déjà comme ça bouge dedans. De rencontrer une classe, en fait, ce qui est motivant, c'est de pouvoir transmettre tout un travail qu'on a établi pendant 3 ans, où on a fait des recherches, un terrain, une enquête. En fait, c'est toujours extrêmement intéressant de faire découvrir cette faune sous-marine et de faire découvrir aussi quel rapport on peut mettre entre l'art et justement ces petites sources de biologie. Voilà, ça peut aussi encourager des élèves à pouvoir sortir des rails qu'on leur apporte à l'école, pour avoir cette espèce d'approche et de projet qui ouvre les possibles finalement. Être scientifique, c'est des mots qui riment avec le mot carrière, avec le mot extrêmement studieux et tout ça. C'est pour ça que ce lien entre art et science, il est ultra important, parce qu'il va favoriser cette approche amateur ou l'approche du désir de connaître. Un des objectifs du projet, ça va être de fabriquer des sculptures en terre cuite qu'on va façonner de façon à ce qu'elles puissent accueillir toutes les formes de vie, de bactéries, de petites algues, de petits phytoplanctons. On va les faire, on va les cuire et on va aller les poser dans le marais. Et en fait, elles vont devenir des supports bactériens. Voilà, donc l'argile va s'imbiber de l'eau, des bactéries qui y vivent, et ensuite on va extraire ces pièces en terre et on va aller les disposer dans des aquariums dans leur classe d'eau osmosée. En fait, l'idée c'est d'amener du Marais Wills à l'intérieur de leur classe et de parler de ces formes de vie et tout ce qui va vraiment être à la base de cet écosystème, quoi. En tant que prof de sciences, il n'y a pas que de l'art dans ce projet-là. Ils sont allés étudier la macrofaune du Marais. Donc ils ont appris plein de choses, ils ont appris surtout à les observer, puisque quand il faut créer des œuvres d'art, on doit observer auparavant. Donc et puis on apprend tellement dehors, en dehors de la classe. C'est très très bien, parce qu'on peut savoir des trucs sur les insectes, les plantes, comment on peut créer des habitats pour eux. Et c'est très cool, parce que nous, on ne savait pas qu'on pouvait faire ça.
Et aussi venir dans une université, alors qu'on est, nous on est en secondaire, c'est un peu découvrir l'environnement. Et voilà, c'est aussi très différent de ce qu'on fait en classe. Parce qu'en classe, on est souvent assis sur une chaise à écouter le prof, et là on fait marcher notre créativité. Et voilà. Et voilà pour ce deuxième reportage qui nous a montré le PK en œuvre. Emmanuelle de Trie, vous êtes justement coordinatrice du PK au sein du CEGEC, donc PK qui vise à introduire la culture et les pratiques artistiques dans toutes les disciplines. Comment, concrètement, est-ce qu'on introduit le trait de projet dans les écoles ? Alors, tout d'abord, il y a du déjà là. L'école n'a pas attendu que le PK s'installe de cette manière-ci pour que des activités culturelles et artistiques s'y passent. Donc on est clairement sur une amplification et une universalisation du processus et du fait que ça puisse toucher tous les élèves. Et pour ça, c'est le moment, en fait, c'est le moment de susciter les idées, les envies, que les enseignants osent, et l'audace aussi de tester de nouveaux projets. Mais surtout, ils ne sont pas seuls. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il y a du support qui est prévu. Donc, de notre côté, il y a, dans chaque réseau, il y a des référents culturels qui sont là, donc des conseillers qui peuvent aider les enseignants à entamer et finaliser ces projets. Et puis, surtout, même, c'est un mouvement conjoint avec le monde de la culture. Donc, du côté culturel, il y a des groupements d'opérateurs où là, on trouve des références scolaires, donc des personnes avec qui on collabore pour... donc, ces références scolaires aident les opérateurs à agréger leur offre, à la développer, à la rendre plus visible aussi ou plus adaptée. Et en corrélation les uns avec les autres, il y a un réel support qui est là. Donc les enseignants ne doivent pas hésiter à demander cette aide. Il y a une série aussi de ressources et de supports pédagogiques qui sont en train d'être produits ou qui existaient déjà dans les organismes culturels. Et donc c'est un peu toute cette... organisation, articulation qui est à l'œuvre pour promouvoir cet axe-là dans l'enseignement. Alors, on l'a vu dans le deuxième reportage d'ailleurs, donc ces projets supposent une collaboration étroite entre les enseignants de différentes disciplines, avec les artistes extérieurs aussi. C'est quelque chose de nouveau, c'était difficile à mettre en place cette collaboration ? Donc, là aussi, il y a pas mal d'expériences qui existaient, etc. Mais c'est certain que c'est le défi. C'est le défi qui se décline un peu différemment, par exemple, dans une école fondamentale où l'équipe travaillent très souvent déjà ensemble, et dans une école secondaire où c'est plus saucissonné, où il y a des professeurs qui sont à la barre dans leur matière, et la réalité des horaires aussi de l'organisation est différente. C'est le défi, mais ça donne très bien. Il y a aussi le défi d'inscrire l'école alors dans la société, dans la vie culturelle, même parfois dans son quartier. On a vu des écoles renouer avec la bibliothèque du quartier, des choses comme ça, et de pouvoir collaborer avec un artiste, avec un intervenant culturel, tout ça est de toute façon très bénéfique au final, un peu comme François le disait, ça met tout le monde dans la même dynamique. Et on a vu très peu d'expériences malheureuses jusqu'ici. C'est la 4e année de fonctionnement du dispositif tel quel. Tout passe évidemment par les étapes par lesquelles passe tout projet, avec des moments peut-être un peu de découragement plus compliqués, mais au final, le résultat est très satisfaisant, que ce soit pour les élèves, pour les enseignants et pour les artistes. Je pense qu'on a aussi eu pas mal de retours d'artistes qui avaient donné une nouvelle dimension aussi à leur pratique. François Defeu, on vous a vu au cœur d'un de ces projets. Alors justement, d'après votre expérience en classe, qu'est-ce que la pratique des arts apporte, j'ai envie de dire, oui, à l'enseignement des sciences ? Ici, l'élément que j'ai vraiment apprécié le plus dans cette expérience, c'était l'émerveillement. Donc ils ont vu quelque chose d'un peu magique. Et là où c'est important, c'est que cet aspect magique n'a pas éludé l'aspect savoir, connaissance et retourner à des apprentissages. Donc on a réussi à marier les deux. Voilà, donc très, très important. Kiran Maya avec Océane, est-ce que cette expérience vous a donné envie de poursuivre d'autres projets qui allient sciences et arts dans le futur ? Tout à fait. Alors, notre recherche a été super conclusive dans ce qu'on a pu constater, et notre but, c'était vraiment d'essayer de répandre ça dans les écoles, un petit peu comme le disait Emmanuelle, vraiment que ça soit repris, que l'art soit de nouveau marié au projet. On avait créé un petit carnet de route pour les profs qui voudraient s'en inspirer aussi, trouver des activités à
à mettre en relation avec leurs cours. Et Océane et moi, on veut toutes les deux se destiner à la médecine, donc aider les autres, et pourquoi pas à travers l'art. Madeleine, un peu la même question. Qu'est-ce que cette expérience pourra vous apporter pour votre avenir, vous pensez? Pour être honnête, je trouve que c'est une belle expérience à réaliser, mais je n'en ferai pas forcément quelque chose en rapport avec mon métier plus tard. Je préfère rester dans tout ce qui est scientifique, qui n'est pas artistique. Je préfère rester dans le concret, sans forcément ajouter une touche d'art dans ce que je vais faire. Ben voilà, une vocation de scientifique qui est née peut-être grâce à ce projet. François Defeu, aujourd'hui la science est parfois mise à mal et les jeunes sont fréquemment confrontés à des désinformations, des fake news, à travers les réseaux sociaux notamment. Comment sensibiliser les jeunes aujourd'hui au raisonnement scientifique, la vérification des faits, l'esprit critique ? Oui, on est effectivement, je pense, au pied d'un vaste débat. Où on confronte en fait des croyances et des faits scientifiques et amener les jeunes à comprendre que quand une communauté scientifique s'accorde sur un modèle, sur une théorie ou sur un concept, eh bien, il y a des centaines, voire des milliers d'expériences qui ont été menées, qui ont confirmé tous ces modèles. Une croyance, ça reste quelque chose d'un peu plus vague, flou. Donc nous, je trouve que notre rôle, en tout cas en science, c'est vraiment montrer que quand on montre un modèle, il a été validé par la communauté. Alors on arrive tout doucement au terme de cette émission. Emmanuel Detry, j'ai envie de terminer en vous posant une dernière question. Est-ce que, aussi dans ce même contexte, l'intégration de l'art, de la culture à l'école est important ? Oui, je pense qu'à beaucoup d'égards. Donc c'est vrai, déjà voir les choses sous leur aspect culturel, c'est faire un pas de côté ou prendre un peu de hauteur par rapport à ce qui peut se passer. Alors on est dans un monde multiculturel, on est dans un monde où la diversité est très présente, et donc le pas vers un pas vers la tolérance, vers l'acceptation de l'expression de l'autre est inhérent à tout ce genre de pratiques aussi. Je crois aussi que dans le monde actuel, on a besoin, où les jeunes ont besoin, tout le monde a besoin finalement d'être conscient de sa capacité à rêver le monde autrement, et que ça permet, que c'est autorisé, que c'est une liberté que l'on a, que ça peut ouvrir sur des nouvelles idées, des nouvelles inventions et sortir de la résignation, qui est quand même aussi un danger quand l'horizon paraît plus négatif. Ouais. Eh bien, merci à tous les quatre de nous avoir émerveillés, quelque part, montré que les sciences et l'émerveillement étaient non seulement compatibles, mais se mariaient très très bien. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Si vous souhaitez la revoir, comme d'habitude, rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Et à très bientôt pour une prochaine émission.